Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le briefing des marchés du jeudi 15 septembre 2022. Avant toute chose, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement sur les risques. Et aujourd'hui, comme vous le savez, c'est mon dernier jour au sein de DailyFX, donc dernière émission. Bien entendu, je ne vais pas disparaître pour autant des réseaux ni de la planète finance. Une pause s'impose. Effectivement, je resterai toujours présent sur Twitter si vous souhaitez en tout cas m'écrire, retrouver mes analyses. J'ai reçu pas mal de messages de personnes voulant que je continue cette émission. Pour l'instant, je vais marquer une petite pause, mais je reviendrai sûrement dans les prochains mois, prochaines semaines. Voilà, en tout cas, après 3 années quand même bien remplies au sein de DailyFX, il est maintenant temps pour moi de vous dire au revoir. J'ai été très heureux de partager ces contenus, des analyses quotidiennes, des émissions avec plusieurs invités, des formations au trading, ce qui a permis de vulgariser et de démocratiser un peu le trading et l'investissement. Donc j'espère que vous avez pu profiter en tout cas de ces vidéos ou de ces échanges avec moi durant les webinaires. J'ai aussi pris beaucoup de plaisir à travailler et à créer des liens avec vous, en tout cas tout au long de mon parcours. Et je remercie tous ceux qui m'ont aidé dans cette aventure. Et donc, très clairement, je tiens à vous remercier chacun d'entre vous pour ces belles années passionnantes et stimulantes. Et j'espère, bien évidemment, en tout cas, poursuivre dans les prochains mois en fonction de mes nouveaux projets ou des nouveaux partenariats que je pourrais tisser avec d'autres personnes. En attendant, je vogue vers de nouveaux horizons, mais comme je vous le disais, je ne vais pas disparaître tout de suite du monde de la finance. Alors, émission un peu spéciale où je vous disais hier qu'on allait faire une partie macro un peu plus longue. Je n'ai pas envie de parler de trading de court terme à 1 ou 2 jours. J'ai plutôt envie d'évoquer avec vous, étant donné que je ne serai plus là pour faire le suivi, des grandes tendances qui vont se dessiner dans les semaines et les mois à venir et des éléments de marché qu'il va falloir surveiller tout au long de cette période. Donc, dans la partie macro, ici, c'est un graphique du S&P 500 par rapport au VIX. Et hier, j'évoquais avec vous le fait qu'on est certes dans un marché baissier, mais pour moi, le point bas n'a pas encore été fait. Dans le sens où on passe toujours par une phase de sell-off ou bien de capitulation du marché. Et généralement, cette phase se produit quand le VIX commence à s'emballer et à atteindre des niveaux assez indécents qu'on n'a pas l'habitude de voir. Vous voyez ici, par exemple, durant le cas du crack lié au Covid, on a un VIX qui s'est emballé, qui est monté jusqu'à 80. C'était la même chose en 2008 et en 2000. On a à un moment donné une grosse phase où le marché baisse et à un moment donné, le VIX explose et c'est à ce moment-là que se créent véritablement les opportunités de long terme. Je ne parle pas forcément à 1 semaine, 2 semaines, mais globalement, ça donne un point d'entrée intéressant pour les personnes qui font de l'investissement à moyen long terme. Donc, sur les réseaux, suite aux chiffres de l'inflation, on a quand même vu des gens nous disant, dont Jim Cramer, célèbre présentateur sur une chaîne américaine de bourse, qui est souvent à l'envers, nous disant qu'il effectuait des achats justement durant la chute des marchés après les chiffres de l'inflation. Mais pour moi, j'estime que c'est encore un peu trop tôt. Déjà, la Fed n'a pas fini de délivrer tous ces messages restrictifs. Et de deux, on constate que le VIX ne s'est pas totalement encore emballé. Vous voyez, je vous disais de surveiller le VIX. Pour l'instant, on a un VIX qui est, je dirais, un petit peu élevé, mais on n'est pas dans une grosse phase de peur. Vous
voyez, on a tapé à chaque fois cette belle résistance située à 35 et j'estime qu'à partir du moment où on commencera à aller au-dessus de 35, 40, pourquoi pas 50, 60, alors là, on aura véritablement une phase de peur sur les marchés et donc un violent sell-off, une phase de capitulation où les marchés jettent tout, vendent absolument tout et à ce moment-là, selon moi, on aura en tout cas de véritables opportunités d'investissement pour les prochains mois, prochaines années, dans le but bien évidemment de garder son portefeuille. Là, je ne parle pas en trading, mais je parle vraiment pour celles et ceux qui sont plus intéressés pour de l'investissement à moyen long terme. Donc, pour l'instant, marché baissier, la macro est défavorable, très clairement. Selon moi, le point bas n'a pas encore été fait sur les indices, que ce soit le CAC ou le S&P. Et un des éléments qui pourrait justement nous indiquer ce fameux point bas, eh bien, c'est le VIX, le jour où il cassera justement cette fameuse résistance à 35. C'est là où on aura la dernière phase de marché, cette phase de peur, cette phase de sell-off de la part des opérateurs. C'est un graphique qui met en avant justement l'investissement par rapport au pari. En tout cas, investir ou parier, il faut choisir, donc le gambling. Là, très clairement, c'est un graphique qui vous montre tout simplement que le temps est votre allié. Effectivement, plus vous restez investi longtemps, plus vous avez de chances de gagner en bourse. Vous prenez par exemple ici un ETF sur le S&P 500, même si vous êtes pas très bon en analyse technique pour justement market timer le marché, vous pouvez avec le temps, en tout cas, réussir à générer de la performance. Donc quelqu'un qui reste investi un mois sur le marché, vous voyez qu'il a quand même 62% de chance de gagner. Après, bien évidemment, tout dépend de la dynamique de marché. Et si on est dans un marché baissier, comme c'est le cas actuellement depuis janvier, effectivement, les gens qui sont rentrés au mois de janvier, février et mars sont perdants. Encore une fois, c'est un échantillon qui a été backtesté sur plusieurs décennies. Mais ce qu'il faut retenir, justement, le but, c'est pas d'attraper le point bas. Moi, je suis incapable de vous dire où sera le point bas sur le marché. J'estime effectivement que le point bas n'a pas été atteint, mais pour autant vous dire à quel niveau sera fait le point bas, je n'ai pas de boule de cristal. Par contre, investir en DCA tous les mois, tous les trimestres, une petite somme dans le but de faire fructifier son capital pour les mois et les années à venir, eh bien, le temps nous montre justement qu'une personne qui reste investie soit un mois ou 15 ans, vous voyez que la probabilité derrière de gain est quand même bien plus élevée pour un investisseur qui reste quand même investi 5 ans ou plus qu'un investisseur qui fait de l'intraday ou qui reste investi moins d'une semaine ou moins d'un mois. Ça aussi, un paramètre quand même à prendre en compte, encore une fois, selon votre profil d'investissement. Si vous êtes un trader ou pas, si vous êtes plutôt dans le swing trading, donc auquel cas on peut avoir des positions sur plusieurs mois, ou au contraire, gestion de bons pères de famille sur des titres en bonne santé et de qualité qui généreront des bénéfices et de la croissance dans les mois à venir. Voilà, je pense à du Apple, du Amazon, du LVMH, du Téléperformance, du Soitec. Bref, plein de boîtes comme ça qui, à mon avis, se relèveront malgré les crises. Ici, vous avez la prévision des Fed Funds, ou en tout cas où la Fed pourrait monter les taux d'ici la fin de l'année. Donc, force est de constater que pour l'instant, elle n'a pas prévu de lever le pied, notamment au vu des dernières données sur l'inflation. Et donc, selon les prévisions du marché, la Fed devrait relever ses taux à 4,5%, puis les réduire immédiatement. Vous voyez, ça c'est ce que espèrent les marchés. Plusieurs membres de la Fed ont dit on ne va pas monter les taux pour les baisser derrière. Ça ne sert à rien. Mais bon, si on regarde par le passé, c'est ce qu'ils ont fait à chaque fois. Ils montent les taux, ils les baissent. Ils montent les taux,
phase de stabilisation, boum, on les baisse drastiquement. Pareil en 2000, vous voyez, tac, on les monte, on les baisse, on les monte, on les baisse, on les monte, on les baisse, et là on va les monter, et tout porte à croire, pour le coup, qu'on va les baisser derrière. Et en fait, la réduction serait due au fait que la Fed a cassé quelque chose sur le plan économique, et que nous sommes en fait finalement confrontés à quelque chose que nous savons déjà, à savoir une récession. Vous voyez, c'était le cas en 2000, la phase grise, on remonte les taux, phase de récession, on baisse les taux, phase de récession, on baisse les taux, phase de récession, pareil, en 2020 au crack lié au Covid, on baisse les taux. Donc là, pareil, pour l'instant, on relève les taux pour juguler cette inflation galopante, mais personne ne sait vraiment les dégâts que ça peut causer sur l'économie réelle, que ce soit sur les ménages, mais là on le voit déjà très clairement que ça impacte le portefeuille des ménages, mais aussi sur les entreprises. Et donc cette situation est quand même assez, je dirais pas inouïe, mais presque, dans le sens où on a rarement eu une remontée, en tout cas aussi rapide des taux en si peu de temps. Vous voyez ? Donc, reste à savoir quel impact cela va avoir sur l'économie. Et globalement, les acteurs s'accordent pour dire que une récession pointe le bout de son nez. Maintenant, c'est quel type de récession? Et ça encore, je ne peux pas vous le dire malheureusement. Certains estiment qu'on va avoir l'une des pires récessions économiques, d'autres au contraire que qu'on pourrait avoir une récessionnette. La Fed table sur une récessionnette en nous disant que le soft landing est toujours possible et envisageable, donc ce fameux atterrissage en douceur. Au contraire, d'autres acteurs estiment qu'on a une erreur de politique monétaire de la Fed depuis quelques mois, puisqu'elle a pris trop de retard pour remonter ses taux, ce qui fait que le fait de devoir les montrer maintenant trop vite, trop rapidement, eh bien cela va poser quelques pépins, quelques problèmes sur la conjoncture économique. En tout cas, on peut deux salles, deux ambiances, très clairement. Récession, c'est sûr. Ensuite, quel va être le degré de cette récession? Ça, je n'en sais rien actuellement. En tout cas, je pense, si je dois me mouiller, que l'Europe risque de subir une récession un peu plus lourde qu'aux États-Unis, étant donné qu'on a quand même une crise énergétique qui se profile peu à peu en zone euro. Donc là, pareil, pour moi, je tenais aussi à vous rappeler par rapport au graphique que j'ai fait en introduction, globalement, on constate que les marchés n'ont pas fait de point bas, que le point bas sur les marchés a été fait une fois que la Fed avait fini son processus pour relever les taux, et pas pendant. Et donc là, on est encore dans le processus de relever les taux. Pareil, j'ai du mal à me dire que le point bas va être fait, la Fed va remonter ses taux et le marché va repartir comme en 40 de plus belle. Généralement, le marché certes anticipe, mais on constate que le marché fait un point bas une fois que la Fed dit stop, on arrête là, on fait une pause et on voit ce que ça donne. Donc là aussi, un élément à prendre en compte pour les mois à venir. Ici, c'est un graphique qui price justement la récession. Sans surprise, la plupart des investisseurs institutionnels anticipent très clairement une récession dans les 12 prochains mois. Donc, techniquement, les États-Unis sont entrés en récession. En zone euro, à mon avis, ça nous pend au nez, mais on est droit dedans. En tout cas, on va foncer droit dedans. Maintenant, effectivement, si on regarde en septembre 2022, on voit que on n'est pas aussi haut qu'en mars 2009 et qu'en avril 2020, mais quand même pas loin des 60%. Mais tous les voyants, malheureusement, sont au rouge et indiquent une récession à venir. Donc, le marché anticipait ça en 2009, c'était le cas, on est rentré en récession, crise des subprimes. Ici, on a eu ce qu'on pourrait appeler la récessionnette, très clairement, vu que c'était pas, en tout cas, c'était dû à une fermeture provisoire des pays et de l'économie. Derrière, on est reparti comme en 40. Le marché a pris plus de 110%, en tout cas pour le S&P, depuis son point bas du mois de mars 2020. Mais derrière, la fête est finie. La Fed se retire, moins de liquidités,
réduction du bilan, on relève les taux, dégradation macro, crise énergétique, flambée des prix de l'énergie. Bref, un beau cocktail en tout cas qui alimente de plus en plus une récession à venir. Encore une fois, la chose la plus délicate à savoir, et ce que tout le monde aimerait connaître, c'est le degré de cette récession. Récession profonde, douloureuse, qui va durer sur plusieurs mois, ou récessionnelle de courte durée, et les banques centrales arrivent habilement à résoudre ce phénomène, et derrière, le marché repart de l'avant. Voilà un peu comment, en tout cas, la température qu'on a actuellement sur les marchés. Enfin, pour terminer cette partie macro, ce sont les principaux risques à retenir. Ils n'ont pas changé. Ils sont connus et identifiés. Hormis un signe noir, un effondrement, une faillite d'un système bancaire ou que sais-je, pour l'instant, les risques sont connus et identifiés de la part des acteurs. Reste à savoir comment ces risques vont évoluer. Et chacun de ces risques, bien évidemment, sont comme des engrenages. Ils fonctionnent entre eux. Vous voyez que l'inflation élevée, oui, là ce qui est intéressant, c'est de voir justement les principaux risques depuis juin 2022. Donc, ça vous laisse quand même un petit échantillon de voir comment le moral des investisseurs a évolué au fil des mois. Mais globalement, ça fonctionne ensemble, dans le sens où l'inflation élevée est jugulée par l'intervention des banques centrales qui relèvent leurs taux. Et l'intervention des banques centrales, si elle est trop hawkish, si elle est trop sévère, peut provoquer derrière une récession. Donc, en fait, il n'y a pas de surprise, si vous voulez. On connaît ces risques. Maintenant, reste à savoir comment ils vont évoluer, si l'inflation va nous former un espèce de dôme en zone euro et aux États-Unis, là où beaucoup espèrent qu'on fasse un pic et puis boum, on chute drastiquement. Je vois peu de graphiques passer où on a une inflation qui pourrait ranger, vous voyez, faire un gros range, se stabiliser, mais ranger quand même à des niveaux élevés. Et là, ça poserait quand même problème pour les ménages et les entreprises. Donc, là aussi, ce sont des éléments à surveiller. La trajectoire de l'inflation, l'évolution de l'inflation. Là, bien évidemment, on voit que ça reste quand même l'un des principaux risques. Les banques centrales, là pour moi, c'est eux qui murmurent à l'oreille des marchés. Très clairement, on voit que le marché est sous perfusion depuis des décennies et donc qui ont une forte dépendance au discours des banques centrales. Donc là, pareil, retrait de liquidité, réduction du bilan, on relève les taux, donc forcément, je m'attends à un discours un peu plus soft, en tout cas, qui permettrait de rassurer les marchés, de leur dire, bon, bah, écoutez, pour l'instant, on est dans ce chemin-là, on doit aller jusqu'à fond, et quand on commencera à lever le pied ou à faire volte-face, parce que ça deviendra trop dur, si les marchés commencent vraiment à perdre pied, là alors, on aura un message encourageant à moyen long terme de la part de ces banquiers centraux pour revenir et nous dire tiens, le marché pourrait enfin repartir, c'est bon, le marché a enfin pricé et encaissé tous les messages, j'ai envie de dire, assez restrictifs et stricts de la part des banquiers centraux. Mais bien évidemment, de ces deux éléments découlera derrière d'une récession. Et ça, comme je vous le disais, je n'ai pas de boule de cristal, malheureusement. Je ne sais pas le degré de récession qu'on aura en Europe et en zone euro, mais pareil, ça pourrait avoir d'autres conséquences derrière qu'on ne connaît pas actuellement. Donc, seul le temps nous le dira, mais pour l'instant, en tout cas, les principaux risques, vous les connaissez, ils sont identifiés, reste à savoir comment ils vont évoluer. Concernant les indices, allons sur le CAC 40. Bon, sur le CAC, en données trimestrielles, en me basant sur l'Ishimoku, effectivement, il y a une zone de prix qui m'intéresse,
si on s'installe vraiment et qu'on casse notre zone de support, on travaille depuis plusieurs mois, c'est le plat qui joue. Voilà. Moi, ça reste un niveau clé, logiquement. Les prix sont attirés une fois qu'on casse la Tenkan par la Kijun et on pourrait très facilement revenir sur 5500. En tout cas, c'est un objectif à moyen long terme que j'ai sur le CAC. 5005 et en cas de grosse dégradation, ce serait 5000. Ici, vous voyez quand même qu'en données pour l'instant mensuelles, voilà, on est prisonnier entre notre Tenkan qui est juste en haut, qui fait office de résistance, et notre plat Kijun. On est sur ces deux gros niveaux, ça tient potentiellement à la formation d'un triangle, mais effectivement, si on est amené à casser les plus bas, ici, vous voyez, on a une zone mensuelle qui est magnifique. Donc, effectivement, commencer à intervenir, à remplir, j'ai envie de dire, son PEA, son compte titre, ou même faire du trading swing sur de beaux dossiers sur les 5005, ça peut être intéressant. En tout cas, ça constitue une zone d'achat pertinente à moyen long terme. Après, bien évidemment, on pourrait aller un peu plus bas. Et la prochaine zone, elle est là. Toutes les mèches qu'on a ici, avec tous les creux, là, pareil, on est aux alentours des 4009-5000. Vraiment à moyen long terme, en cas de cassure des plus bas, ce sont ces deux zones qui vont m'intéresser. 5005 et 5000. Là, en données daily, bon, certains ils verront peut-être un triangle. Voir comment la structure va se comporter si j'enlève les Shimoku. Vous voyez ici, joli triangle de consolidation. Si on casse par le bas, effectivement, le premier objectif, ça reste 5005 et un objectif théorique autour des 5000. Bon, pour l'instant, on n'y est pas, c'est encore trop tôt, mais on a une grosse phase de consolidation dans un triangle. Donc, bien entendu, la sortie sera déterminante derrière. Et surtout, la cassure des précédents plus bas. À court terme, rien n'a changé, je suis baissier, toujours. Pour moi, on a eu un signal vendeur hier. Certains ont peut-être pris des bénéfices. Je vous disais, bon, essayez de tenter de vendre si on a un petit rebond hier, en visant TP1 la zone, et puis TP2, support à 5950, voire la borne basse de notre triangle. En tout cas, pour moi, j'ai du mal à être acheteur. Au vu des dernières statistiques qui sont tombées, au vu des messages de la part des banquiers centraux, reste à savoir ce que va dire Jérôme Powell la semaine prochaine, mais je note quand même une fin de rebond et une dégradation de l'indice. Voilà. Stop loss pour moi qui est toujours au-dessus. Peut-être que certains ont pris un TP1 ici, c'est pas idiot, je peux le comprendre. Effectivement, ça permet de financer le stop loss en partie. Et derrière, garder ce trade ou du moins abaisser le stop. En tout cas, j'ai du mal à être acheteur au vu de cette bougie, au vu des dernières infos, des données en tout cas qui sont tombées. Plutôt un biais baissier avec un peu une espèce de correction en ABC qu'on pourra avoir sur le CAC aux alentours des 5950. Et en cas de dérapage, retour vers les plus bas. Le DAX, très rapidement, mais c'est la même chose. Voilà, on avait le même chandelier, on a fait notre gap baissier, on a accéléré plutôt à la baisse, où on a eu un gap, mais il a été comblé. On a accéléré à la baisse, bon, on est sur le premier support, 12 940. Je verrais bien la même chose que sur le CAC. Et là, en mensuel, moi, ce qui m'intéresse, effectivement, ce serait un retour derrière, si on casse les plus bas, un retour sur la borne basse du CAC. Donc là, pareil, même constat, finalement, c'est de dire d'être patient. On a une belle zone de support ici aux alentours des 12 300, 12 450. On a un magnifique canal haussier qui est en place depuis 12 ans maintenant, quasiment, même 14, depuis 2008. Et par conséquent, un retour sur la borne basse serait juste un scénario idyllique et parfait. Vous voyez ? Donc juste là, aux alentours des 11 320, 11 200. Pareil, tout dépend de votre profil. Et après une chute de quasiment 30%, ça reste quand même un niveau intéressant dans une optique de moyen long terme si vous êtes un investisseur DCA plus ou moins long terme. Un investisseur court terme, ce sera intéressant quand même de market timer le marché. Bien évidemment, on peut sortir par le bas et aller chercher la MM200 plus bas à 9005.
prochaine zone. Pour moi, on a deux gros niveaux, bas de canal, derrière ce serait MM200, vous voyez, toute cette grosse zone de support qu'on a ici. Mais en tout cas, c'est des niveaux clés que je veux vous donner, surtout à moyen long terme. Voilà, je ne sais pas quand est-ce que je referai une émission, si vous êtes baissier ou haussier. Voilà, c'est un cadrage général que je veux vous donner des marchés avec les niveaux clés pertinents qui sont les zones hebdomadaires, mensuelles, trimestrielles sur les indices à surveiller et des zones où il faut chercher à se positionner. Dans une optique, encore une fois, je le répète, de moyen long terme. Je ne parle pas trading swing à la limite, mais je ne parle pas trading intraday ni trading scalping. Le Dow Jones. Bon, le Dow Jones, on aura une très belle zone ici. Ça, c'est tous mes retracements de Fibo qui ont été posés sur un mois. Si on prend la dernière vague de hausse depuis le crack lié au Covid et la dernière vague de hausse d'un marché haussier depuis plus de 10 ans. Donc on a une belle zone ici qui s'aligne avec 38,2, 23,6 avec la MM50 monthly. Donc là, pareil, pour moi, c'est une zone sur le dos, c'est le pivot. Voilà. Si on casse cette zone, il y aura des dégâts. Moi, c'est le pivot à préserver. Sous ce niveau-là, j'estime vraiment qu'on pourrait aller chercher un peu plus bas. Là, on a une très belle zone, les anciens plus hauts, 23,6, 38,2 de retracement de cette vague de hausse et de ces vagues de hausse-là. Ensuite, on a d'autres niveaux plus pertinents. Effectivement, c'est les 61,8 et les 38,2. Donc là, c'est vraiment si on s'installe dans les prochains mois sous les 29 000, un des prochains gros niveaux que je surveillerai, ce sera voilà, celui-là, 25 000, alignement 61,8, 38,2, qui correspond aussi à des niveaux de support hebdomadaires. Et il est là à ce niveau, 61,8, j'ai pas mis le 38,2 de la dernière vague de hausse depuis le point bas de 2008, mais on voit que voilà, on a un très beau niveau de support ici qui s'aligne parfaitement, et c'est un niveau qui est envisageable. Ce que je garde en tête pour moi surtout, c'est le comblement de ce gap. Et ici on a vraiment un très gros gap, et si on est amené à aller un peu plus bas une nouvelle fois, je ne serais pas surpris qu'on se fasse une petite mèche, qu'on comble le gap et qu'on remonte. Donc là pareil, une zone à surveiller dans les prochaines semaines, prochains mois, ce serait par ici. Et derrière, si vous êtes baissier, objectif, comblement de ce fameux gap. Là actuellement on est sur une baisse pas énorme, 15%. Si on doit partir ici, ce serait 20%, ce serait pas non plus délirant. Et aller chercher mon objectif là, ce serait une baisse de 30%. Donc pour un marché, pour une économie en récession, c'est pas cher payé. Voilà. Globalement, la moyenne c'est 25%. Donc 30%. Voilà, ce sont des niveaux clés à moyen court terme sur le Dow Jones. Effectivement, si on bascule en données daily, ce magnifique gap, celui-là, vous devez tous le noter sur vos graphiques. Moi, j'ai entouré tous les gros gaps qui ont été listés au vert, ici, ici, là. Il y en a d'autres entre temps, mais celui-là, voilà, on est sur un gap hebdomadaire. Je ne crois pas qu'on soit sur un gap mensuel, je vais quand même vérifier. Pas de gap mensuel. On est quand même sur un gap hebdomadaire. Plus on monte haut sur les unités de temps, plus la probabilité est forte qu'on vienne combler les gaps. Généralement, un gap trimestriel ou un gap mensuel, il est tout le temps comblé. Trouvez-moi un graphique avec un gap mensuel ou trimestriel qui n'a pas été comblé et je vous inviterai au restaurant avec plaisir. En tout cas, sur les indices. Donc voici le graphique concernant le Dow Jones. Pour l'instant, ça reste baissier. L'émission est déjà 16 heures. L'ouverture américaine est faite. Bon, j'ai du mal à être acheteur, très clairement. Je ne serais pas surpris d'un petit rebond avant une nouvelle rechute. Les objectifs n'ont pas changé. Si vous êtes un trader un plutôt court terme, ce serait de venir combler ce gap ici, très clairement. Et pour des personnes plutôt swing moyen terme qui veulent tenter un gros rebond, eh bien, j'ai tracé la zone avec vous qui est un peu plus basse. Ici, la zone violette, 29 230, 29 550, tout en ayant conscience que le marché peut me faire une vilaine mèche pour venir combler ce gap là. Le Nasdaq, très rapidement, le Nasdaq, pareil, j'ai un objectif relativement baissier sur cet indice. De toute façon, il sous-performe.
Le Dow Jones perd 15% depuis ses plus hauts, le Nasdaq en perd 28%. Donc, si vous êtes vendeur, allez sur le marché le plus faible. Si vous êtes acheteur, allez sur le marché le plus fort. À moyen long terme, mais même pas rien à court terme, j'ai envie de dire, c'est la même chose. Si vous voulez vraiment penser que le marché a 15-20% à perdre, bah, allez plus sur le Nasdaq ou le DAX, très clairement. Là, effectivement, on peut. C'est le marché qui sous-performe. Si vous êtes acheteur, bon, orientez-vous un peu plus sur le Dow Jones, qui est l'indice le plus fort. La logique veut qu'on short l'indice le plus faible et qu'on achète l'indice le plus fort. Donc là, pareil, ce qui me turlupine un peu sur ce Nasdaq, c'est cette divergence. Vous connaissez maintenant ma spécialité et mon avidité, j'ai envie de dire, pour les divergences. Et quand je vois une telle divergence trimestrielle qui a été validée, je me dis prudence sur le Nasdaq. Tout dépendra de la conjoncture, de l'évolution des taux avec les banquiers centraux, mais encore une fois, vous connaissez la stratégie, c'est 50% de retracement de la dernière vague de hausse, et la dernière vague de hausse, c'est celle-là. 50%, on a déjà fait les 38,2. Donc pareil, c'est une grosse zone ici que je surveille, un beau rebond. L'objectif théorique, c'est 50%, mais on peut s'arrêter à 38,2. Donc voilà, c'est ma zone, première zone 38,2, objectif théorique 1880. Maintenant, si je vous bascule en données mensuelles, vous voyez pourquoi j'ai sélectionné cette zone. Pareil, j'ai repris la dernière vague de hausse du point bas lié au Covid et la dernière vague de hausse d'un marché haussier depuis plus de 10 ans. Et donc ça me donne 38,2, 61,8 ici, et je peux même l'agrandir à nouveau, ma zone, puisque j'ai là même 50 qui passe juste ici. Donc là, pareil, si certains veulent tenter des achats swing, on a un niveau pertinent, 10 940, 10 910, 10 500, allez, on va dire 10 600. C'est une zone assez large de 300 points, mais en même temps, c'est une zone quasiment trimestrielle, mensuelle. Donc voilà une zone qui va m'intéresser, moi, pour les prochaines semaines, prochains mois, si on est amené à taper cette zone. Si on clôture, une belle clôture mensuelle sous cette zone, alors je viserai l'objectif théorique ici, qui m'intéresse, pour rechercher des titres ensuite à moyen long terme. On aura eu quand même une baisse de quasiment 40%. C'est pas mal. C'est pas mal. Et même 46-45%. Donc là, cette zone-là, à mon avis, on va venir la taper. On est bien parti pour. Maintenant, si c'est le pivot clé. C'est votre juge de paix. Si ça tient, ça relance le marché. Si ça casse, l'objectif, vous le connaissez. En données daily, effectivement, c'est pas joli. Certains y verront une épaule tête épaule. Bon, à voir. Dans l'attente. Juste ici, elle est toute petite. C'est une petite épaule. Et ici, épaule, tête, petite épaule. Bon, ça tient, effectivement. Si ça casse, pour reporter l'objectif théorique, c'est ma zone. Donc c'est ici. Pareil, pour l'instant, je garde un biais baissier. Je trouve qu'on a eu des chandeliers de retournement assez violents, des chandeliers de départ de flux violents, que ce soit ici, quand Powell a calmé les ardeurs des investisseurs à Jackson Hole, ici, suite aux données de l'inflation, et surtout ici. Là, voilà, certains, j'espère, l'avaient repéré, mais ici, c'est un pattern assez rare. Vous voyez, gap haussier, gap baissier, trou de cotation entre les deux, on appelle ça une island reversal. Donc un îlot de retournement. Donc ça, c'est une figure de retournement baissière. Donc ça, pareil, elle a plutôt bien fonctionné pour l'instant. Maintenant, voyons voir si on transforme l'essai. Si c'est le cas, objectif, venir taper ma zone pour commencer à chercher des swings. Là, je parle plutôt trading, effectivement, quand on a une belle zone qui pourrait quand même permettre un joli rebond. Ensuite, tout dépendra de l'évolution de la conjoncture économique et de la clôture dans les mois à venir pour savoir si on va chercher ma zone un peu plus bas. Le forex, j'ai pas vraiment envie de le faire. Je suis pas. Il y a peu de choses à dire finalement. Je suis pas convaincu. Enfin, j'étais plutôt dans des prévisions moyen long terme sur les indices,
pétrole, les cryptos. Bon, j'ai pas envie de passer en revue tout le Forex. Je pense que hier, réécouter mon émission d'hier en introduction sur le Forex, où on fait un gros débrief quand même de l'euro-dollar avec les prévisions de Goldman Sachs. J'évoque les conditions qui pourraient permettre une reprise haussière de l'euro, celles qui au contraire pourraient accentuer la chute de l'euro. Je pense avoir fait un gros point hier sur l'euro-dollar, que ce soit dans la partie technique, mais surtout dans la partie macro d'introduction. Donc, allez écouter la partie macro si ce n'est pas le cas, si ce n'est pas déjà fait, ça vous donnera les grandes lignes. Ça reste baissier, c'est ultra baissier. J'estime qu'on a eu ici un avalement baissier avec un signal. Je mettais en place une stratégie vendeuse. Je vous disais essayer d'attraper un peu sur un petit rebond, un stop un peu plus haut et viser en TP1 et TP2. Voilà. Là, pour l'instant, j'ai plutôt un biais baissier sur l'euro de court terme, mais je surveille la divergence qu'on pourrait potentiellement former dans les prochaines semaines. Pour l'instant, elle n'est pas du tout validée. On a une divergence qui se forme, on pourrait même tomber à 0,95, que ça n'invaliderait pas notre divergence. Mais l'idéal serait d'attraper un bon point bas pour anticiper cette divergence et cette reprise haussière. Je ne pense pas que l'euro va aller à la cave à 0,80. Je ne serais pas surpris d'un 0,97, 0,95, 96. Mais tôt ou tard, je verrai quand même un rebond aux alentours de 1,05. Si on reprend la divergence, là, en vue si on prend les 50% de retracement de la dernière vague de hausse, voilà, et ça donne 1,06. 1,06, si on ramène un peu plus bas, que l'euro va s'installer sous le bas du canal, les 0,96, ça donne 1,05. Donc, effectivement, à moyen long terme, l'euro pour l'instant c'est baissier. Premier signal technique si on sort du canal haussier. Si c'est pas le cas et qu'on continue de chercher des changements de retournement sur les grosses zones de support, que ce soit ici ou le bas de canal en vue d'anticiper la divergence. Et lorsque celle-ci sera validée, eh bien 50% de retracement de la dernière vague de baisse nous donnera aux alentours de 1,05, 1,06. Donc voilà pour l'euro-dollar. Le gold. Le gold, nous y sommes. Ça y est, nous sommes proches de la MM200. Faut-il acheter maintenant? That's the question. Faut-il vendre? C'est un peu tôt. Je vous disais hier que je passerai en revue le gold avec plusieurs prévisions. Une prévision tablant sur un métal jaune aux alentours de 1500. Je m'explique. Dans le sens où on a une divergence de nouveau baissière et un double top à la clé. Donc là, on a un double top qui pourrait se matérialiser. On est en train de tenter de casser la ligne de coup. Si c'est le cas, effectivement, ça peut nous envoyer un peu plus bas. Ensuite, l'élément qui me dérange, effectivement, c'est la divergence. On rappelle, une divergence, ce n'est pas les mèches. On ne prend pas les mèches, une divergence. Le RSI se fait sur les clôtures de bougies. Une divergence, vous prenez les clôtures de bougies pour identifier une divergence. Vous mettez le graphique pris pas en chandelier, vous mettez en ligne plus point, par exemple, voilà. Et là, c'est parfait. Et donc, on voit bien qu'on a une divergence. Je prends ce sommet ici, ce sommet ici. Donc il y a une divergence. Une nouvelle fois, et la divergence, elle a été validée. Divergence validée avec, si on prend les mèches, un double sommet en plus. Donc là, j'attends de voir la clôture mensuelle, trimestrielle aussi à la fin de l'année, à la fin du mois. Là, ça va être important. Clôture trimestrielle et mensuelle. Si on casse, danger. Si on clôture sous MM200, je ne serai pas serein pour les prochains mois. En tout cas, objectif 50%, je mets mon Ishimoku. Et vous voyez que les 50%, c'est mon package de la dernière vague de hausse. Si vous avez un doute, prenez votre Fibonacci, mais la dernière vague de hausse, c'est celle-là. Et ça vous donne pile poil les 50%. Un objectif à 1560. Et si on reporte l'objectif théorique, je pense que ça peut m'aller un peu plus bas. Donc voilà pour le gold, la prévision baissière selon les éléments que je constate en données trimestrielles, avec divergence, double top, clôture mensuelle et trimestrielle à la fin du mois. Donc les éléments que je constate, en tout cas, pour l'instant,
On est sur la borne basse. Euh, et je n'observe pas de chandelier de retournement. Effectivement, hein, quelqu'un qui paye ici avec un stop loss en dessous, le ratio est exceptionnel, je dis pas, mais payer à l'aveugle, j'ai du mal. J'ai du mal de payer à l'aveugle sur Touchette. Certains vont peut-être le faire en se disant le combo est parfait, borne basse d'un range, MM200, c'est sublime, je suis d'accord. Maintenant, j'aimerais bien peut-être rater une petite partie du mouvement, mais est-ce que vraiment vous avez envie de payer ici sans chandelier de retournement? Là, j'ai un peu de mal. Je préfère rater une partie du mouvement, mais avoir ce chandelier-là. Vous voyez, me dire, ok, bon bah tant pis, je ne suis pas rentré. Ou soit, ce que vous pouvez faire, c'est rentrer une petite position maintenant. Et de vous dire, bon bah je rentre une petite position, si ça part pas, la perte est minime. En revanche, si ça part, et bah tant mieux, je suis dedans, j'ai le point bas. Et si c'est validé, je renforce. Je renforce ma position, je double ma position ou je la triple en fonction de mon money management en me disant, j'ai le signal. Et là, je peux renforcer ma position. Mais dans l'état actuel des choses, j'ai pas de chandelier de retournement. Vous voyez, ici on avait un beau chandelier de retournement. Là, pareil, on avait un piercing pattern. Derrière, on a fait le double creux. Là, l'avalement. Là, malheureusement, c'est un peu tôt. Et donc, le trading, c'est de la patience. Mais c'est pas. Non seulement il faut être capable d'identifier des zones, mais il faut savoir les travailler correctement. Là, vous voyez le magnifique départ H4 qu'on avait eu. Donc, effectivement, ça c'est beau. Là, pour l'instant, voilà, on avait ce range. Ici, on est cassé par le bas, on a un doji. Limite, elle est au moins en données horaires. Et là, je suis même en données horaires, pour l'instant, c'est pas transcendant. C'est clairement pas transcendant. Donc, pas d'impulsivité, j'ai envie de dire. Allez-y avec, forcément avec des pincettes, mais allez-y en ayant conscience de ce que vous faites sur le marché. Voilà. Disons, est-ce que je rentre maintenant sans signal, mais dans ce cas-là, petite position, ou est-ce qu'au contraire, l'idéal, ce serait d'attendre un vrai signal technique, une belle bougie de retournement, et je rentre plus sereinement avec un stop qui sera forcément très facile à placer, puisqu'il sera sous la MM200. Au moins, il n'y a pas sous la MM200, vers 1665, c'est très bien. Et puis ensuite, c'est espérer un retour vers la borne haute de ce micro-range à 1800. Et puis si ça casse, renforcer cette position, reporter le haut du range, viser 1900 et les 2000. Donc voilà les deux prévisions que j'ai sur le gold. Pour l'instant, je ne peux pas vous dire oui, ça va repartir. Je n'ai pas assez d'éléments. J'avais un beau signal de retournement. Je dirais ah non, là, je suis plutôt aussi sur le gold. Je sens que ça peut repartir. On a des éléments encourageants qui plaident pour une reprise haussière. Là, on est sur le fil du rasoir. Donc on est sur le fil du rasoir. On a un double top à la clé. L'objectif d'une divergence baissière qui est activée en données trimestrielles à 1500. L'objectif d'un double top à 1300. J'espère quand même qu'on n'ira pas là. En tout cas, l'objectif de la divergence me semble pas déconnant dans un premier temps, surtout si on continue à avoir un dollar aussi puissant et des rendements obligataires qui poursuivent leur ascension fulgurante et ascensionnelle, comme c'est le cas depuis maintenant plusieurs mois. Donc voilà les éléments à surveiller, qui sont bien évidemment techniques, mais aussi des éléments fondamentaux venant de la vigueur du dollar et des rendements obligataires américains. Bon, le Brent, pareil. Le Brent, c'est vraiment un actif où, pour être transparent, c'est pas l'actif que je préfère. Le pétrole, c'est un actif qui est toujours, j'ai toujours trouvé un peu difficile, délicat à analyser, qui dépend vraiment beaucoup de la macro, qui peut être noir un jour et blanc le lendemain. Donc, pour l'instant, ça reste haussier. Encore une fois, que vous dire attendre la clôture hebdomadaire, ne pas s'emballer tout de suite. Effectivement, je pensais qu'on avait un début de bear trap. Là, on est en train de casser, on perd 3%. Bon, le Brent, je ne vais même pas aller sur le WTI, je vais plutôt focus sur le Brent. Pour l'instant, ça retombe. Est-ce que c'est un peu un pullback agressif? Bien évidemment, si on rentre en récession, comme c'était le cas ici, généralement le pétrole n'apprécie pas trop. En phase de récession, vous voyez, actionnaire récession profonde, j'ai du mal à me dire pétrole 120 ou 130 dollars.
c'est aussi, ça paraît logique. Donc, effectivement, si on a une grosse récession, le pétrole devrait logiquement corriger un peu plus. Pour l'heure, très neutre, honnêtement, très neutre. Oui, on a entamé une phase baissière, mais on yoyote sur cet oubli qui est pour moi la clôture hebdo donnera un peu le tempo pour la suite. En données trimestrielles, bon là pareil, il faut voir si on clôture en trimestriel au-dessus des 93,50, les acheteurs gardent la main. Très clairement, les acheteurs gardent la main. Là pareil, en données mensuelles, c'est pas horrible hein, pour l'instant, c'est pas ultra baissier non plus. On a entamé cette phase de corrective, mais pas non plus un départ de flux très violent à la baisse. Brent, le pétrole se maintient toujours. Je coupe un peu la mèche, c'est sûr que si je prends cette mèche là, on est encore sur l'oblique. Donc voilà, neutre effectivement, si on doit accélérer à la baisse, je vise ici 86, vous voyez, une très belle zone ici, pour tenter des achats à nouveau. 84, 80, 85. Là effectivement, c'est une zone d'achat qui m'intéresse sur le Brent, sur le pétrole, si on est amené à corriger un peu plus bas. Et pourquoi pas corriger, pullbacker, et vraiment derrière accélérer vers la prochaine zone qui se situe vers les 77. Concernant les cryptos maintenant, bon, rien n'a changé sur les cryptos, vous connaissez mon opinion, vous connaissez ma target. Si je dois mouiller, je dirais que je vise toujours les 12 300 sur le BTC. J'ai beau dire parfois, tant qu'on préserve, c'est bon, ça peut repartir, mais voilà, je pense que maintenant, pour avoir donné un peu les grandes lignes dans cette dernière émission, j'ai plutôt un biais encore un peu baissier sur les indices, en me disant que le point bas n'a pas été fait. Donc forcément, j'ai du mal à me dire que les cryptos ont fait leur point bas, que ça va repartir, et que le Nasdaq va continuer à chuter, et que le BTC, lui, va grimper. Alors que le Nasdaq est quand même corrélé au BTC. Enfin, l'inverse, que le Bitcoin est corrélé au Nasdaq. Donc ça, j'ai du mal avec ce plan-là, en me disant on a purgé, on a liquidé tous les spéculateurs. Et effectivement, c'est le cas, on a bien purgé, bien liquidé, mais je ne suis pas étonné d'une dernière petite jambe de baisse, histoire de vraiment sortir tout le monde, dégoûter les gens avant de repartir. Et encore une fois, échelle ici, logarithmique, et voilà. C'est cette figure, ce double sommet qui est absolument magnifique sur le BTC. On préserve les 19 000. Si je reporte l'objectif théorique, ça reste 13 200, 12 000. 12 000, c'est ma prochaine zone. Là, 11 550, 13 000. Une magnifique zone ici. Et là, effectivement, ça nous ferait un drawdown de quasiment 82%, comme à chaque fois. Ici, on est 84. Ici, 73. En moyenne, je crois qu'on a des chutes ici 92. Mais bon, on a quasiment l'impression qu'on a un mode d'emploi sur le BTC. Vous voyez que les max drawdown aux alentours de 85%. Comme si le BTC était livré avec un mode d'emploi, avec des cycles en nous disant attention, tous les 5 ans, il y a une chute de plus de 80%. Là, actuellement, on est à seulement 71. Il manque un petit chouïa pour venir ici. Et donc, ça correspond à une zone clé, à un objectif théorique d'un double sommet. Encore une fois, voilà, je ne fais qu'interpréter les éléments donnés par l'analyse technique. Ce n'est pas une science exacte, on est d'accord, mais voilà, ça se dégrade. J'ai du mal à vous dire haussier, rendez-vous à 45 000 dans 3 mois. Non, il faut être un peu de bon sens. Donc là, pareil, hein, finalement, ce que je guette, vous le savez depuis plusieurs semaines, même mois, c'est l'orange. C'est l'orange. Voilà. Pivot clé à préserver en clôture hebdomadaire 19 000. Zone de reprise haussière 25 000. Entre
rien à faire, à part payer en bas, s'alléger au milieu, vendre en haut, renforcer sur cassure, s'alléger en haut, renforcer sur cassure, s'alléger, renforcer. C'est aussi simple que ça sur BTC. Et ne pas intervenir sur des 23 000, des 21 000, des 2500, ça sert à rien. Vous avez des zones clés, nettes et précises, 30 000, 24 25 000, 19 000, 18 800. Changer de retournement, on paye. Stop loss sous les plus bas. On allège au milieu, on remonte les stops. Et arrivé ici, chandelier flux qui casse la résistance, on renforce. Chandelier de retournement, on déboucle la position, on passe vendeur, on met un stop au-dessus des plus hauts et on revend. Et ainsi de suite. Jusqu'à noter la cassure de ce range qui donnera le tempo pour la suite. Dans quel cas, objectif 17 500 par le bas. Objectif final 12 000, comme évoqué, notre fameuse zone de support juste ici. Donc, le BTC pour le coup est très facile, je trouve, à trader actuellement. Il n'y a pas de faux signaux, il n'y a rien de complexe, il y a un range, 3 niveaux à surveiller, cassure, chandelier de retournement, j'achète, je vends, je remonte mes stops, j'allège. Et l'Ethereum, finalement, buy the news, sell the rumor. Non, l'inverse, pardon. Buy the rumor, sell the news. Sortie et réussite du déploiement de The Merge sur Ethereum. Donc, bien évidemment, ça a été pricé. Le marché anticipe. Donc, on a acheté la nouvelle, la rumeur, je vais y arriver. On a acheté la rumeur pendant de nombreux mois. On a fait quasiment plus 100%. Une fois que ça sort, rien de nouveau, rien de neuf. Donc le marché corrige et vend. Pour l'instant, ça se tient. On est dans un range aussi. Ça reste baissier. Effectivement, le marché a quand même bien pricé et pris compte de cet événement. Parce que si vous regardez le BTC, il a rebondi de 25%. Entre fin juin et août. L'Ethereum, 100%. Donc là, on voit quand même que voilà, l'arrivée de The Merge a été pricé et anticipé par le marché depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. Maintenant, comme le BTC range, je surveille les 1412. Si cassure des 1412, aïe, ça risque de coincer, dégradation, retour sur le niveau de support, 1240, 1000. Si ça tient, même stratégie que sur le BTC. Range, achat en bas, stop loss en dessous, objectif 1730, TP2, borne haute du range MM200. On est toujours dans une dynamique haussière à l'intérieur d'un canal baissier. Donc voilà, surveillez des gros niveaux clés. Donc c'est soit le bas du range ici, on consolide dans un range à l'intérieur d'un canal baissier. Donc borne basse du range, borne haute qui est couplée à la borne haute du canal baissier avec la MM200 derrière si on est amené à remonter. Donc ici c'est une zone chaude. Ne faites pas all-in et ne vous amusez pas à payer à foison ici, sachant que ça pourrait poser problème. Donc, tant qu'on ne sort pas du canal, on reste quand même cadré par une dynamique baissière. Et la zone des 1730, vous la connaissez, c'est la fameuse zone que j'ai évoquée maintenant depuis plusieurs semaines, c'est cette zone-là. Une grosse zone ici hebdomadaire mensuelle. Ici on a eu un bull trap, c'est pas passé, il a pullback. Et effectivement, si on parvient à s'installer confortablement et durablement au-dessus de cette zone, alors oui, ce serait positif, les acheteurs reprendraient un peu de la force et derrière on pourrait espérer remonter un peu plus haut. En tout cas, sortir de ce haut de canal. Tant qu'on est dans ce schéma-là, ça reste baissier et on n'est pas à l'abri en cas d'une nouvelle phase de stress sur les marchés, notamment sur Nasdaq, d'une nouvelle jambe de baisse et donc d'un retour un peu plus bas. 1240 comme je vous le disais, 1000 $, seuil psychologique, niveau technique clé. Et derrière, pour moi, la zone basse qui m'intéresse, c'est 1800. 1830, 1855. Donc voilà, ça reste baissier de toute façon sur l'ensemble des cryptos. Pareil, choisissez votre style, trading ou investissement. Si vous faites du trading, il y a
des opportunités tous les jours. Si vous faites de l'investissement, bon, effectivement, après une chute de quasiment 70%, quand même de beaux soldes, je trouve, sur les cryptos. Mais pareil, voilà, on n'est pas à l'abri d'une nouvelle phase de stress sur les marchés financiers traditionnels, auquel cas ça se répercuterait aussi sur les cryptos. Et donc, si certains trouvent que c'est les soldes, attendez d'avoir la deuxième démarque derrière, qui pourrait vous donner vraiment des prix extrêmement intéressants si on va sur ces niveaux. Voilà pour ce cadrage technique et complet sur les différentes classes d'actifs. C'est la fin de cette émission. Comme je vous le disais, j'ai été ravi de faire cette émission, de vous guider en tout cas sur les marchés depuis maintenant 3 ans. J'espère que mes vidéos et tous les contenus éducatifs que j'ai pu produire au cours de ces dernières années vous ont aidé dans votre trading, que ce soit en termes de système de trading, en termes de psychologie. En tout cas, vos messages m'ont fait beaucoup de bien, sont toujours une source de motivation. Comme je vous le disais, je ne vais pas, voilà, je vais toujours rester dans le coin, dans les parages. Je serai présent sur Twitter, mon compte est public, vous pouvez toujours m'envoyer un message en privé. Je me ferai un plaisir de vous répondre et de partager avec vous des analyses. Et puis, je vous tiendrai bien évidemment informé de mes prochains projets, partenariats au cours des prochains mois. Mais pour l'instant, à court terme, j'ai prévu un peu de repos et je compte marquer une petite pause. Mais je reviendrai bien évidemment très rapidement pour de nouveau partager cette passion de la finance, de l'analyse technique et des marchés financiers. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, de très bons trades, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.